Les entretiens du marquis, bonjour à tous. Brigitte Macron en charge du harcèlement à l'école. Un bilan catastrophique? Une communication de trop? Avant de répondre à toutes ces questions et de traiter d'autres informations, je voulais remercier tous mes généreux donateurs du jour, avec l'aide des merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur Claire Dumay, Sandrine P., Bruno Laurent, François Baudivy, Isabelle Lang, Christine, Céline Dujardin, Éric Brenet, Condor, Baguépi et Nathalie Burgeno. Merci à eux du fond du cœur. Vous savez que l'information, eh bien, il faut des moyens. L'argent, c'est le nerf de la guerre. Merci à tous. Vous améliorerez dans quelques temps ces entretiens. Vous aurez des surprises cet été. Merci à tous. Et puis, je vous tenais à vous remercier, ceux qui me soutiennent au quotidien avec les petits pouces levés, les gentils messages et la diffusion sur d'autres réseaux sociaux. Merci du fond du cœur. Et puis, j'ai lu beaucoup de messages me disant « Ces nouvelles sont déprimantes ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et je vous donnerai d'ailleurs mon avis en fin de journal. Restez jusqu'au bout. Alors, oui, Brigitte Macron s'était engagée contre le harcèlement à l'école. Ce plan média a été institué dès le début du premier mandat d'Emmanuel Macron. Il s'est développé sous Blanquer et il s'est même accentué lorsque Pape Ndiaye a pris en main l'éducation nationale rue de Grenelle. On sait très bien que Brigitte Macron, c'est la pièce maîtresse dans la communication de son époux, Emmanuel Macron. Et quand je dis pièce maîtresse, n'y voyez pas de ma part de la malignité. Le seul ennui, c'est que cela suscite la polémique. En effet, quel est le statut politique de la Première Dame ? Il n'y en a pas en France. Autrement dit, elle s'occupe d'une action qui est réservée aux politiques. Elle ne devrait pas prendre en charge le harcèlement à l'école. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième point, on sait très bien que ce qui provoque le harcèlement à l'école, c'est la structure, le système de l'éducation nationale. Faire de la communication ne sert strictement à rien. Vous n'allez pas résoudre les problèmes de violence à l'école. Autrement dit, Brigitte Macron et Emmanuel Macron sont en train d'instrumentaliser la souffrance des élèves à leur profit pour, comme je l'ai dit, grappiller 1 ou 2 points dans les sondages. Et puis, lorsqu'on fait trop de communication, on est confronté un jour ou l'autre au mur de la réalité. Et on se le prend en pleine face. C'est ce qui est arrivé avec le drame de l'INSEE. Et lorsqu'on demande à Pape Ndiaye ce qu'il a fait pour la petite l'INSEE, eh bien, on a le droit qu'à du bafouillage. Et Pape Ndiaye finit par concéder qu'il n'est pas réussi à joindre la famille depuis plusieurs jours, alors que l'avocat de la mère de l'INSEE explique devant les caméras au même moment qu'aucun homme politique n'a essayé de les joindre. Un mensonge en direct. Et vous constatez qu'il manque quelqu'un sur le plateau. Cette Brigitte Macron qui a communiqué sur le harcèlement scolaire. Elle laisse se noyer en direct son ministre. Elle n'assume pas ses actes, mais là, c'est une habitude avec la Macronie. Car à l'affaire l'INSEE, il y a toute une série d'autres affaires plus épouvantables les unes que les autres. Je voudrais parler de ce que subit Maëlys dans une école dans le Nord, à Lens. Tous les jours, elle est agressée à la sortie de l'école et aujourd'hui, elle et sa mère ont le courage de mettre la vidéo sur les réseaux sociaux car elle est à bout. Et je vous mettrai cette vidéo dans ma description. Âme sensible, s'abstenir. Car lorsqu'on parle de harcèlement, on utilise des termes, des euphémismes. Non, ce sont d'authentiques agressions physiques. Ils sont passés à tabac. Si nous étions dans le monde des adultes, ces gens-là devraient aller en prison. Et comme il s'agit d'enfants, on utilise des termes un peu euphémisants pour cacher la violence qui règne dans nos établissements scolaires. Et comme le dit très bien Pierre Gentillet, on est dans un monde qui se déshumanise. Allez, on l'écoute. C'est vrai que ce qui frappe, en tout cas à l'écoute de la mère de l'INSEE, c'est le mutisme des autorités, de l'éducation, Oui. de l'éducation nationale. Et vous savez, moi, ça me fait penser à quelque chose. Le président de la République parlait, il y a une semaine, de décivilisation. Moi, je vais vous dire, un des effets de la décivilisation, on le voit là. Mais on le voit. C'est ça, c'est la déshumanisation. Mais oui, mais on n'y pense pas souvent. Oui, absolument. Mais on n'y pense pas souvent parce qu'en fait, elle se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, on l'a vu, c'est l'inhumanité des harceleurs. L'inhumanité pendant et l'inhumanité
après, puisque même après son suicide, cette femme a été insultée. On s'interroge, c'est pour ça que les mots sont forts, mais je parle d'humanité, on s'interroge vraiment sur la part d'humanité qu'il reste ou qui a peut-être existé un jour chez ces harceleurs. Et puis aussi l'inhumanité d'un système. Cette jeune fille a appelé à l'aide. Les parents ont appelé à l'aide. Pourquoi ? Ça, c'est ça la question. Et Mais il n'y a pas de l'enquête réponse. va devoir le déterminer. Pourquoi totale. il n'y a pas eu de réponse ? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de réponse ? Est-ce qu'on peut avoir un élément objectif ? Alors, je voudrais quand même faire un commentaire. Ces gamines qui se déshumanisent, qui deviennent inhumaines, sont le produit de l'éducation nationale. Dans un autre système, elles seraient tout à fait normales. Alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'on produise des monstres ? On dit souvent des crétins, mais aussi des monstres. On va regarder par exemple ce qui a été mis en place par l'éducation nationale pour lutter contre le harcèlement. Vous allez voir, c'est quand même assez étonnant. La méthode donc prônée par l'éducation nationale s'appelle la méthode PICAS. Elle consiste à une série d'entretiens individuels avec les élèves ayant pris part au harcèlement, c'est-à-dire les harceleurs. Vous entendez bien, on va d'abord dialoguer avec des harceleurs. On ne va pas les punir. Au contraire, on va les mettre en valeur et au cours desquels on recherche avec eux ce qu'ils pourraient eux-mêmes mettre en œuvre pour que le harcèlement cesse. On ne remet pas en cause leurs actions, mais essentiellement les conséquences, en leur expliquant « oui, là, tu as fait souffrir quelqu'un ». Autrement dit, on ne leur explique pas ce qu'est le bien et le mal. Et on met dans une certaine mesure la faute sur la victime. Et lorsqu'on a une formation PICAS, on se dit « mais qu'est-ce que c'est que cette idéologie 68 à retardée de gauchistes à cheveux longs ?» Et on vous répond avec un aplomb imperturbable « cette méthode marche à 80%. » Ah, ce n'est pas entièrement faux, parce que dans le mot harcèlement, ils ont classé aussi les petits différends entre les élèves, un élève qui embête un autre. Donc quand l'élève est sain et qu'on va discuter avec lui, en effet, il cesse. Remarquez qu'une heure de colle, c'est tout aussi efficace. Mais lorsqu'on a une personne endurcie dans le crime, endurcie dans la violence, et ce que les gens ignorent, c'est que dès l'âge de 8-9 ans, nous avons des cas désespérés. Et lorsqu'ils arrivent au collège, ce sont, comme le dit très bien Pierre Gentillet, des êtres qui n'ont plus aucune forme d'empathie. Ce sont des êtres inhumains. Eh bien, vous croyez que la méthode PICAS fonctionne ? Moi, dans les cas sur ces gamins très durs, ils sortent du bureau PICAS pour aller se vanter sur les réseaux sociaux qu'ils ont entortillé le CPE ou le professeur formé PICAS et que leur victime va dérouiller. Oui, il n'y a qu'une seule solution dans l'éducation de Pape Ndiaye si votre enfant est harcelé, c'est de fuir. Vous remarquez que Samuel Paty a subi à peu près la même chose. Vous voyez, il y a des parallèles en fin de compte. Si vous dérangez le chef d'établissement ou l'institution, on ne s'occupe pas de vous. Au contraire, on vous fait porter la charge. C'est le fameux « pas de vague, pas de vague ». Nous sommes dans un système monstrueux, d'autant plus que l'école fabrique ces êtres inhumains. C'est la foire dans les collèges. Il n'y a plus de redoublement, on n'a plus le droit de sanctionner. On doit être inclusif, c'est-à-dire qu'on accueille des cas extrêmement lourds. Autrement dit, les élèves qui ne peuvent pas se défendre, des élèves qui n'ont pas de famille. On voit souvent des filles seules ou des mères qui essaient d'élever leurs filles, qui sont les principales victimes de ces hyènes. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est ce système qui a été encouragé pendant 25 ans par la gauche, et maintenant par Emmanuel Macron, par Brigitte Macron et Pape Ndiaye. Ils savent très bien ce que je suis en train de dire. Ils ne doivent pas se sentir très à l'aise. Nous allons maintenant passer au deuxième dossier. Vous avez été très nombreux de me demander, mais qui c'est ce Sonic ? Est-ce qu'on a des renseignements ? Eh bien, alors, on va d'abord remettre le tweet dont je vous ai parlé hier. Sonic Clafoutigate menace Alain Houpert. Alors oui, Alain Houpert a en effet signalé ce tweet, donc il y a une action en cours. Mais certains me disent, mais comment peut-il menacer un sénateur ? Comment peut-il se croire tout permis ? Alors, c'est pour ça que je vous en ai parlé. Sonic Clafouti faisait partie d'une association de trolls qui ont harcelé le professeur Raoult, qui ont harcelé le professeur Perron, qui ont harcelé Orient Code et compagnie. Ils étaient très nombreux, ils arrivaient même sur des compagnons de la réinformation, ils insultaient et quand on leur répondait, et paf, on avait les comptes fermés. C'est comme ça qu'ils agissaient et ils se croyaient en effet tout permis.
Alors, on connaît maintenant l'identité de ce personnage et paraît-il qu'il travaille pour un ministre, mais par contre, ce ministre qui l'aurait instrumentalisé, il ferait partie de ce ministre, je ne connais pas son nom. Le seul indice que j'ai et qu'on m'a donné, c'est ça. Paraît-il qu'il ressemblerait à cet animal. Si vous avez une idée de l'identité, n'hésitez pas à m'aider. Et vous m'avez aussi posé une question, mais est-ce que le professeur Raoult risque la prison puisqu'il y a eu une perquisition à l'IHU Méditerranée du fait des essais sauvages? Alors, ce que vous avez lu dans la presse, cela s'appelle une fake news. Il n'y a jamais eu de perquisition à l'IHU sur les essais dits sauvages. Non, c'est sur une autre affaire. Donc déjà, la presse vous induit en erreur. Et il n'y a jamais eu d'essais sauvages. Alors, je vais expliquer rapidement comment. Pour qu'il y ait essais sauvages, il faut que vous demandiez à des gens de tester des médicaments. Or, il se trouve que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont des médicaments reconnus qui ne sont pas en phase de test. Donc, il n'y a pas d'effet sauvage. Didier Raoult a tout simplement soigné avec un protocole qu'il jugeait efficace. Et lorsqu'il a sorti le préprint, c'est après avoir soigné. C'est pas dans une volonté de créer un essai sauvage. Donc vous voyez que tout cela, c'est une instrumentalisation de l'affaire. Didier Raoult ne risque strictement rien. Il n'a fait que respecter, comme je l'ai dit hier, la charte de Munich. Il n'y a pas eu d'essai sauvage. Il y a eu tout simplement un docteur qui a soigné avec des médicaments reconnus et sans danger. Et lorsque la presse met ce genre d'article en une, vous comprenez exactement ce qui est en train de se passer. Le titre de cet article est une très bonne illustration de ce qu'on appelle la presse aux ordres. Bisou magique est une métaphore très dévalorisante qui suggère que Didier Raoult est un charlatan et qui s'entête avec son protocole, comme si c'était une question d'orgueil et non pas de médecine. Ce titre joue sur les représentations qui nous sont imposées depuis 3 ans par la presse aux ordres. On se rappelle que Raphaël Enthoven avait été le premier à qualifier hydroxychloroquine d'être aussi efficace que la fraise Tagada. Donc ce sont des éléments qui sont dans l'esprit des lecteurs et on ravive ces souvenirs. Le seul ennui, c'est que le préprint de Didier Raoult, il est sous la surveillance d'un huissier de justice. Il a été signé par les plus grands noms de la science et qu'il montre de manière incontestable les bienfaits de son protocole. On comprend que la presse aux ordres n'hésite plus à mentir, à dégrader l'honneur d'un grand médecin parce qu'ils ont collaboré avec le pouvoir macroniste, ils ont collaboré avec l'industrie pharmaceutique. Et comment s'en étonner lorsqu'on vient d'apprendre cette nouvelle ? Et oui, Avisa Partner va aider l'Union européenne à lutter contre la désinformation. Le cabinet français d'intelligence économique vient de remporter un important marché pour promouvoir la stratégie diplomatique de Bruxelles. Mais qui c'est ce Avisa Partner ? Philippe Murer nous en dit un peu plus. Le cabinet est accusé de manipulation de l'information au profit d'États autoritaires et c'est lui qui a été choisi pour aider l'Union européenne à lutter contre la désinformation. Alors qu'on va fermer Twitter? Oui, comme dirait Philippe Murer, on se moque de nous. Et Didier Maisto, qui connaît bien le dossier, nous dit « La firme française donc d'intelligence économique, Avisa Partner, vient de signer un contrat avec l'Union européenne pour l'aider à lutter contre la désinformation. Un domaine qu'elle connaît bien, et pour cause. Leur cœur de métier, promouvoir les intérêts de leurs clients ou torpiller la concurrence, notamment en publiant des publis rédactionnels, ces publi-reportages, sur les plateformes de blog de certains médias. Huffington Post, tiens, l'Express, tiens, Agoravox, tiens, Mediapart, pour faire de l'influence. Dans le cas de Mediapart, le site a identifié pas moins de 634 billets de blog provenant de plus de 100 profils attribués indirectement à l'entreprise. Des articles signés par des faux profils afin de diffuser une image positive du client ou de dénigrer ses adversaires. Voilà comment les choses fonctionnent. Il y a des plans médias, il y a des sociétés de communication qui sont là pour proférer des mensonges, pour salir les gens. Et ce sont ce type d'agences qui sont choisies pour Bruxelles pour défendre leurs intérêts. C'est presque un aveu de culpabilité de la part de l'Europe.
On est véritablement dans un drôle de monde. Et puis, sinon, on a les fast-shakers au service du gouvernement, puisqu'ils reçoivent jusqu'à 50% d'argent public. L'association pourrait prendre plus, nous laisse entendre ce petit cachotier de Rudi Reichstadt, mais il ne fallait pas abuser. Oui, vraiment, c'est trop mignon, Rudy. Ah oui. Et puis tu as de ces pudeurs, tu ne donnes jamais ton salaire. Combien gagnes-tu pour critiquer essentiellement les opposants politiques d'Emmanuel Macron? Combien gagnes-tu pour essentiellement faire la retape pour le Big Pharma? Combien gagnes-tu alors que tu as touché des fonds Samuel Paty pour lutter contre le fanatisme? Ça, c'est peut-être une théorie du complot sur laquelle tu pourrais travailler. Je vais aussi vous montrer comment ils font pour vous désinformer. D'abord, ils vous informent, vous voyez ce tweet de BFM TV, inflation, un tiers de Français se retrouvent avec 100 € de reste à vivre le 10 du mois. Donc, ils vont vous dire, regardez, on vous l'a dit. Le seul ennui, c'est qu'ils ne vont pas communiquer dessus. C'est un tweet parmi des centaines de tweets, donc très peu de Français vont le voir. Il faut avoir l'œil affûté, retirer l'information pour la distribuer au plus grand nombre. Par contre, pendant des heures et des heures, ils vont vous parler du chiffre d'inflation à 5,1%, les bienfaits de la politique du gouvernement. Eh bien, c'est simple, c'est les deux poids, deux mesures. La vraie nouvelle, c'est que les Français s'appauvrissent à une vitesse phénoménale. Et de l'autre, le plan média du gouvernement qui va être traité pendant des heures et des heures. Et que vont retenir les Français qui sont devant leur télévision? Eh bien, que l'inflation est vaincue. Le mensonge, un mensonge national. Voilà ce que font ces journalistes aux ordres. Et puis je voudrais enfin finir la page française sur Braun-Pivet. Vous avez eu le député Aurélien Pradier à Quotidien et il a dit une chose très importante. L'exécutif a fait fuiter le fait que si la présidente de l'Assemblée nationale n'obéit pas au commandement donné par l'Élysée, de saboter la proposition de loi, alors elle devra quitter la majorité. Oui, l'Élysée n'a pas hésité à dire cela. Il y a un problème en effet démocratique puisque la présidente de l'Assemblée nationale ne doit pas recevoir d'ordre de l'Élysée. Il y a la séparation des pouvoirs. Et Macron, la séparation du pouvoir, il s'assoit dessus. C'est encore un coup de force. Cela vient dans la suite de ma vidéo d'hier. Il y a une véritable dérive mafieuse et autoritaire de l'Élysée. Alors, lorsqu'on sait que Braun-Pivet a tendance à boire un petit peu, je pense que son niveau d'alcoolémie ne va pas s'améliorer jusqu'au 8 juin. Elle doit avoir des problèmes de conscience en ce moment. Vous imaginez la pression de l'Élysée et elle sait que c'est une véritable infamie, puisque l'article 1, je vais reprendre sur l'article 1 qui abrogeait la réforme des retraites à 64 ans a disparu de la loi. C'est-à-dire que s'il y a un amendement, c'est elle qui va le faire sauter en évoquant l'article 40. Alors que cet article 1 était déjà passé devant la commission des finances. C'est-à-dire qu'il avait été accepté. C'est-à-dire que normalement, l'article 40 ne pouvait pas s'appliquer à lui. C'est un coup d'État. C'est une magouille, c'est une barbouzerie. Elle le sait. Oui, je pense qu'elle va un peu taquiner la bouteille cette semaine. Et nos députés macronistes sont furieux, nos députés LR sont furieux. Pour quelle raison? Eh bien, c'est Florian Philippot qui nous le dit. Une députée macroniste vient de dire son dégoût parce que la liste des députés ayant voté contre la loi d'abrogation de la réforme des retraites a été publiée, ce fameux article 1 en commission. Cette liste est publique. Faut assumer dans la vie. On va la republier un coup pour bien vous dégoûter. Et c'est Aurore Berger qui est venue aussi pleurnicher, nous expliquant « On a reçu des menaces ». C'est certain que s'ils arrivent à reprocher aux journalistes ou aux hommes politiques de publier leur nom d'une chose qui est publique, c'est que vraiment, ils ont honte de ce qu'ils ont fait. Nous allons maintenant ouvrir la page internationale. Je vais parler d'une information que nous avons souvent abordé entre nous. Près de 10 000 photos de l'ordinateur portable de Hunter Biden sont sur le web. Vérité et transparence. Oui, cela remonte. Nous connaissions cette information depuis 2019. Tout a été fait pour que le grand public n'ait pas accès. Et que voit-on sur ces photos? Hunter Biden en compagnie de jeunes filles. Et quand je dis jeunes filles, il faut parler de spécialistes de la petite enfance. Des photos infâme, oui, le fils de Joe Biden est un personnage peu recommandable. Bon, pour tous ceux qui ont suivi le dossier, vous le savez, mais que cela remonte maintenant.
Eh bien, cela signifie que beaucoup ne veulent plus se taire. Le pouvoir américain est chancelant. Et quand je dis chancelant, restez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi. Sinon, si on ouvre la page Russie, il y a Lindsey Graham. Lindsey Graham, c'est ce sénateur de Caroline du Sud qui représente l'aspect CIA businessman américain et qui veulent absolument la guerre. Le 28 mai, lors d'une rencontre avec le président Zelensky, Lindsey Graham déclarait « Les Russes meurent, nous n'aurons jamais aussi bien dépensé notre argent ». Qui peut prononcer une phrase comme cela, à part sur le plateau de Pujadas, parce que là, nous sommes au niveau, en effet, de LCU Pujadas. C'est une monstruosité. Cela nous rappelle, pour le coup, les nazis. Là, c'est une parole, il n'y a pas d'autre solution. Il ne parle pas de lutter contre l'armée russe, qui pourrait se comprendre dans un conflit. Non, il parle de Russes, indifféremment, alors qu'en ce moment, il y a des actions terroristes qui tuent des civils. Mais qui c'est ce monstre ? Mais il n'était pas à son premier coup d'essai, Lindsey Graham. Il dit la même chose du côté ukrainien. Je suis très satisfait par la voie que nous avons prise. Avec les armes américaines et notre argent, l'Ukraine combattra la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. Voilà la pensée du département américain. Alors vous savez qu'en face, les hauts gradés du Pentagone sont contre cette guerre, ils le disent de plus en plus, ils laissent fuiter certaines informations, donc il y a un combat à l'intérieur des États-Unis. Et lorsqu'on lit ce genre d'article, on voit très bien ce qu'ils veulent faire. En effet, l'armée ukrainienne a beaucoup appris, nous apprend Newsweek, d'ISIS. Mais qui sont les hommes d'ISIS ? Ce sont les terroristes islamistes. C'est-à-dire que les Ukrainiens sont en train d'employer les techniques de terroristes islamistes. Et cela fuite dans la presse américaine. C'est évidemment pour susciter une indignation contre ce Lindsey Graham et tous ceux qui veulent la guerre à outrance. Là, on voit bien qu'il y a une résistance contre la guerre au sein du monde américain. Et puis, je vais vous montrer une dernière photographie. Vous reconnaissez le personnage. C'est le président des États-Unis, Joe Biden. Si vous voulez voir la séquence entière, n'hésitez pas à aller dans ma description. J'ai mis l'extrait. Sinon, c'est tout un symbole. Les États-Unis sont un peu comme Joe Biden, ils sont chancelants. Je vous l'expliquais il y a un instant, vous avez deux groupes à l'intérieur des États-Unis, ceux qui font du business, ceux qui sont le département d'État, ceux qui sont du côté de Joe Biden, qui veulent absolument une guerre en outrance, et puis ceux qui risquent de la faire, le Pentagone, qui sont en train de refuser et qui distillent dans la presse américaine des éléments de langage pour leur faire comprendre que c'est une monstruosité. Nous sommes certainement dans un changement d'air. Et tous ceux qui me disent « Oh, les nouvelles que vous nous dites, elles sont épouvantables », c'est juste. Mais attention, lorsqu'un système est en train de s'écrouler, il se tord dans tous les côtés, et il dérive vers l'autoritarisme, il dérive vers l'aspect mafieux. Ce sont donc des signes qui nous expliquent que le pouvoir macroniste, et même le pouvoir européen, est presque terminé. L'euro est dans une situation catastrophique, les finances françaises sont en difficulté, l'Allemagne est en récession, cela explose de partout. Alors évidemment, ils essaient de serrer les vis pour que la vérité n'apparaisse pas, mais ils ne pourront rien faire contre le principe de réalité. Si nous voulons en effet accélérer leur chute, il ne faut rien céder. Et surtout, diffuser ces informations. Je voulais aussi terminer mon journal pour dire que Xavier a sorti une vidéo. Courez sur son site Paul Strat, vous connaissez un petit peu le code maintenant. Indispensable. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la diffuser, à la soutenir. Il faut que les médias de la réinformation prennent de l'importance pour suppléer, vous avez vu, ces journaux du Point et autres qui ne nous informent plus, au contraire, qui ne font que la propagande au service du Big Pharma et d'Emmanuel Macron. Allez, bon week-end, au revoir.